Un après-midi d'automne paisible à Echo Park, un jeune adolescent noir sans abri, vivant discrètement dans un abri de bus abandonné, fut témoin d'un incident dramatique. Un garçon de 5 ans tomba dans le lac. Alors que la mère de l'enfant, paniquée et impuissante, criait, l'adolescent intervint, réalisa une réanimation cardio-pulmonaire parfaite, sauva l'enfant, puis s'éloigna silencieusement. Personne ne connaissait son nom. Il ignorait que le père du garçon était milliardaire, et lorsque la famille le retrouva enfin, sa vie changea à jamais. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous aimerions connaître vos pensées. C'était un après-midi d'automne à Echo Park, où les arbres à moitié dénudés laissaient la lumière dorée scintiller à travers leurs branches, comme un soupir chaleureux de la saison. Les feuilles sèches et cassantes glissaient sur les allées, poussées par de petites rafales de vent, tandis que la surface immobile du lac reflétait un ciel s'estompant dans une douce teinte orangée. Un vieux banc en bois usé trônait sous un érable vieillissant, ses lattes courbées par le temps, observant silencieusement l'eau paisible qui avait vu passer des générations. Là, juste au-delà du chemin bien entretenu, légèrement caché derrière une rangée de haies, se dressait un abri de bus oublié, son toit cabossé, ses panneaux en plastique jaunis et fissurés par des années de négligence. La plupart des passants n'y prêtaient pas attention, supposant qu'il était vide, simple vestige d'un passé moins soigné de la ville. Mais à l'intérieur, recroquevillé dans le coin le plus sombre, se trouvait un garçon qui n'avait sa place nulle part ailleurs. Miles Carter avait 16 ans, ou du moins, il le supposait. Il avait cessé de compter après son 14e anniversaire, le dernier dont il se souvenait, célébré dans une salle à l'arrière d'un centre communautaire avant sa fermeture pour cause de coupe budgétaire. Depuis, le temps s'écoulait en saison, en repas trouvés ou manqués, en nuits froides ou plus douces, dans le poids de la solitude portée sans plainte. Sa peau était sombre, sa carrure frêle. Ses vêtements, un patchwork de tailles et de dons, pendaient maladroitement sur son corps, comme des histoires mal ajustées. Pourtant, malgré son apparence, ses baskets usées, les poignets effilochés de son sweat à capuche, son sac à dos décoloré par la poussière et le temps. Ses yeux gardaient quelque chose d'intact, quelque chose qu'il n'avait pas encore abandonné. Une alerte discrète, une dignité qui n'avait pas besoin d'être proclamée. Dans ses bras, il tenait un dossier en papier Kraft abîmé, aux coins cornés et aux bords doux comme du feutre, contenant une collection de schémas de réanimation, des notes manuscrites et des protocoles de premiers secours soigneusement recopiés à partir d'affiches et de brochures trouvées derrière le centre. Ce n'était pas grand-chose, mais pour lui, c'était tout. Un plan non seulement pour sauver les autres, mais peut-être, d'une certaine manière, pour se sauver lui-même. Il venait souvent au parc en fin d'après-midi, non pas parce qu'il attendait quelque chose, mais parce que l'endroit était calme et que les gens ne regardaient généralement pas de trop près. Il remplissait sa bouteille à la fontaine près de l'aire de jeu et s'asseyait à la lisière de l'herbe, là où personne ne revendiquait l'espace, lisant ses documents à la lumière déclinante, murmurant les étapes en silence comme une prière. Ce jour-là ne faisait pas exception. Il venait de revoir le ratio de 30 compressions thoraciques lorsqu'un éclat de rire brisa sa concentration. En tournant légèrement la tête, il remarqua un petit garçon, âgé de 5 ans tout au plus, courant sur l'herbe, ses baskets blanches et vertes scintillant alors qu'il poursuivait une balle en caoutchouc le long d'une pente douce. Non loin, sur un banc, une femme élégante et posée, un ordinateur portable sur les genoux et un téléphone à l'oreille, surveillait l'enfant d'un regard mesuré. C'était Elena, bien que Miles ne connût pas son nom à ce moment-là. Elle semblait être une femme avec un but, quelqu'un avec un agenda rempli de réunions, un frigo plein de boîtes étiquetées et une maison qui ne résonnait pas du vide. Le garçon, Lucas, débordait d'énergie, plein de cette innocence invincible qui faisait presque sourire des gens comme Miles. Ses chaussures flambant neuves laissaient des empreintes temporaires sur les sols propres, le genre de basket que Miles avait autrefois désiré, mais auxquels il ne pensait plus. Il ne les observa pas longtemps, juste un instant, un battement de paupières,
assez pour ressentir quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Puis il retourna à ses papiers, tapotant un doigt sur le schéma du sternum, comptant des compressions imaginaires. Derrière lui, le vent se leva légèrement, secouant quelques feuilles récalcitrantes des branches au-dessus. Elena se leva et s'éloigna de quelques pas pour prendre un appel dans un endroit plus calme, dos au lac. Sa voix douce mais précipitée, comme lorsqu'on essaie de rester calme, tout en gérant 3 choses à la fois. « Oui, je le surveille. Il est juste devant moi. Vas-y, prends de l'appel. Je serai là encore 15 minutes. » Miles n'avait pas l'intention d'écouter, mais ses oreilles, aiguisées par des années de survie, captaient les mots sans effort. Quelque chose dans son ton, aimant mais distrait, lui semblait familier, comme un écho entendu autrefois à travers une porte entr'ouverte, avant que sa maison ne disparaisse dans des listes d'accueil et des signatures définitives. Et puis, le monde bascula. Cela se produisit en une fraction de seconde, si rapide qu'un simple battement de paupières aurait suffi à le manquer. Miles leva à nouveau les yeux et Lucas avait disparu. La pente herbeuse où il faisait rouler sa balle semblait soudain plus raide. Le son des canards au loin résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. Elena se retourna, toujours au téléphone, le teint blême alors qu'elle scrutait l'horizon. Ses lèvres bougèrent, d'abord doucement, puis avec une panique croissante. Elle avança, puis accéléra, puis courut. Son téléphone tomba au sol avec un bruit sourd. Un instant plus tard, Miles se leva aussi, les yeux plissés. Depuis la rive du lac, à quelques mètres seulement, une petite chaussure flottait silencieusement, tournant en cercle lent comme un pétale perdu dans le courant. Le cri d'Elena déchira le silence comme un éclair dans un champ paisible, aigu et primal, le genre de son qui fige les étrangers au milieu d'un pas et fait fuir les oiseaux de leurs branches. « Lucas !» cria-t-elle encore, plus fort, sa voix rauque de disbelief, alors qu'elle scrutait la ligne d'eau, refusant ce qu'elle voyait. La petite chaussure, reconnaissable à sa bande verte éclatante, flottait doucement près des roseaux, témoin muet d'un événement impensable. Elle n'hésita pas. Il n'y avait pas de temps pour calculer, pas de place pour la peur, seulement l'instinct d'une mère et une vague terrible de terreur qui lui coupa le souffle. En quelques secondes, ses bottes touchèrent le bord de l'eau, pataugeant dans les bas-fonds, les bras tendus, les mains tremblantes, le cœur galopant comme un train hors de contrôle. Miles lâcha son dossier sans s'en rendre compte. Les notes de réanimation s'éparpillèrent sur le banc, puis au sol, oublié alors que son corps se mouvait avant que son esprit ne puisse suivre. Quelque chose dans le cri d'Elena alluma un feu dans ses os. Un ordre silencieux plus fort que des mots. Fait quelque chose. De là où il se tenait, à moitié caché derrière les buissons, il pouvait voir Elena, immergée jusqu'à la poitrine dans le lac, poussant à travers l'eau, les yeux fous, appelant le nom de son fils encore et encore. Ses mouvements devenaient des éclaboussures désespérées, ses cris se brisaient, s'élevant dans l'air comme la fumée d'une maison en feu. Puis elle s'immobilisa, haleta et se pencha en avant. Quand elle refit surface, elle tenait un petit corps dans ses bras, inerte et luisant comme une poupée brisée. Cette vision manqua de faire tomber Miles à genoux. Lucas ne bougeait pas. Ses bras pendaient, sa tête basculée en arrière, ses yeux fermés, ses lèvres teintées d'un bleu terrible qui n'aurait jamais dû appartenir au visage d'un enfant. Elena le traîna jusqu'à la rive, trébuchant, tombant une fois mais refusant de lâcher prise. Elle s'effondra sur l'herbe, le posant à plat, sanglotant maintenant, des sanglots profonds et étouffés qui jaillissaient de sa gorge à chaque respiration tremblante. Ses mains bougeaient de manière erratique, incertaine. Elle chercha son téléphone, appela les secours, cria les mots dans le combiné, puis le laissa tomber à côté d'elle. Avec des mains tremblantes, elle appuya sur la poitrine de l'enfant, cria son nom, pleura contre son cou, essayant de se souvenir de ce qu'elle avait lu dans une brochure ou vu dans une vidéo. Était-ce 2 insufflations, puis des compressions, ou 30, puis une insufflation? Ses paumes tremblaient, son rythme était irrégulier, sa bouche trop proche de la panique pour donner de l'air. Elle se noyait aussi, mais dans sa peur. Miles n'avait jamais bougé aussi vite de sa vie. Il traversa l'herbe en longues enjambées, ignorant les battements de son cœur et la faiblesse de ses jambes.
En les rejoignant, il ralentit, non par hésitation, mais pour rassembler les fragments de son entraînement dispersés par la panique. Elena leva les yeux, surprise par sa présence, les yeux écarquillés de confusion et de suspicion, mais aussi d'espoir. Ce dernier fil, fragile auquel les gens s'accrochent lorsque tout s'effondre. « Je sais quoi faire », dit Miles, essoufflé mais ferme, sa voix craquant non de peur, mais d'urgence. « S'il vous plaît, laissez-moi essayer. » Pendant une seconde, elle ne bougea pas. C'était un étranger, un garçon en vêtements usés, inconnu et sans diplôme. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, stable, concentré, presque plus vieux que son âge, qui fit reculer ses mains et déplacer son corps sur le côté. Il s'agenouilla près du garçon et commença. D'abord, il inclina doucement la tête de Lucas pour ouvrir ses voies respiratoires, ses doigts précis, respectueux. Il se pencha, écouta la respiration, observa la poitrine pour un mouvement, ne sentit rien d'autre que le silence froid. Il pinça le nez du garçon, scella sa propre bouche sur la petite bouche et donna 2 insufflations lentes et délibérées, regardant la poitrine se soulever, puis retomber. Puis il plaça ses paumes au centre de la poitrine, trouva le bon endroit entre les côtes, verrouilla ses coudes et commença les compressions. 1, 2, 3. Il comptait sous son souffle, pas à voix haute, pas pour dramatiser, mais pour garder le rythme que son corps avait mémorisé tant de fois sur papier. 30 compressions, puis 2 insufflations. Encore, encore. Le temps s'étira, se déforma, disparut. Elena, accroupie à proximité, était figée par l'admiration et la terreur, les mains pressées contre ses lèvres. Son fils, son bébé, restait si immobile, insupportablement immobile. Pourtant, Miles continuait. La sueur coulait sur son front malgré le froid, ses bras douloureux, son dos hurlant. Mais il ne s'arrêtait pas. Il ne pouvait pas, car il connaissait ce moment. Il l'avait rejoué dans son esprit encore et encore, chaque nuit en lisant ses étapes de réanimation sous la lumière vacillante d'un réverbère. Mais maintenant, c'était réel. Une vie, un enfant, pas juste un exercice, pas une théorie. Puis cela arriva. À la 4e série, juste après une autre insufflation, Lucas tressaillit légèrement, puis à nouveau. Une toux humide et rauque jaillit de sa bouche, suivi d'un gargouillement étouffé et d'un halètement si aigu qu'il fit crier Elena. De l'eau s'échappa de la bouche du garçon alors que sa poitrine se convulsait, ses yeux s'ouvrant en papillonnant, flous mais vivants. Un sanglot jaillit d'Elena, puis un autre, alors qu'elle rampait vers lui, prenant son fils dans ses bras, embrassant son front humide, murmurant son nom à travers des larmes brisées. Miles expira. Pas un souffle de victoire, pas de fierté, mais un souffle de soulagement, de délivrance silencieuse, comme si tout en lui se relâchait. Il s'assit sur ses talons, les mains tremblantes, les jambes engourdies, le cœur battant encore comme s'il ne faisait pas confiance à ce qui venait de se passer. Au loin, il entendit le hurlement des sirènes qui se rapprochaient, le gémissement reconnaissable des ambulanciers, les pneus crissant sur les chemins de gravier. Il se leva lentement, incertain de ce qui suivrait, incertain s'il avait sa place dans ce moment qui se formait maintenant que la crise était passée. Elena leva les yeux, cherchant le garçon qui lui avait rendu son fils. Mais Miles, sans attendre d'applaudissements ou de questions, se détourna. Il ramassa son dossier là où il avait atterri près du banc, en brossa une feuille et repartit par où il était venu, disparaissant derrière les haies juste au moment où les lumières rouges et blanches envahissaient le parc. Il ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà donné tout ce qu'il avait, et pour quelqu'un comme lui, cela devait suffire. Au moment où les ambulanciers atteignirent la rive, Elena était assise sur l'herbe, tenant Lucas étroitement dans ses bras, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant contre elle, ses cheveux encore humides collant à sa joue où ses larmes avaient coulé librement. Elle ne leva pas les yeux au début, trop abasourdie par le miracle qui venait de se dérouler, trop submergée par la fragilité des minutes écoulées, quand elle avait été à 2 doigts de perdre tout ce qui comptait. Les ambulanciers agirent rapidement, leur voix calme et entraînée, vérifiant les signes vitaux du garçon, posant à Elena des questions qui se brouillaient dans son esprit.
Elle ne pouvait que pointer derrière elle vers la rangée de haies où le garçon, non, le jeune homme, s'était tenu. Il a sauvé mon fils, murmura-t-elle. Mais lorsqu'ils se tournèrent pour regarder, il n'y avait personne. Les buissons frémissaient sous la légère brise, vides de tout mouvement, comme s'ils avaient englouti l'étranger. Miles avait déjà traversé le parking derrière le parc et disparu dans les rues silencieuses, le dossier serré contre sa poitrine comme un secret. Il se déplaçait rapidement, mais sans panique, sans courir, sans se cacher, simplement en s'éclipsant comme savent le faire ceux qui ont vécu inaperçus. Le monde passait souvent à côté de garçons comme lui, déguenillés, silencieux, non réclamés. Et maintenant, même après quelque chose d'extraordinaire, il savait qu'il valait mieux ne pas attendre qu'on lui demande son nom. Il avait fait ce qu'il était venu faire, ce pourquoi il s'était entraîné dans le silence et l'ombre, et dans son esprit, cela suffisait. La reconnaissance était pour les autres, la survie était pour lui. À l'hôpital, Lucas fut déclaré stable, la couleur revenant sur son visage, sa respiration fluide, bien que faible d'épuisement. Helena resta à ses côtés, tenant sa main doucement, repoussant les boucles humides de son front, son autre main serrant un gobelet en papier d'eau qu'elle n'avait pas touché. Elle repassait la scène en boucle dans son esprit, l'éclaboussure, le silence, la chaussure, la panique, et puis ce garçon surgit de nulle part, comme envoyé par le ciel, avec des mains qui ne tremblaient pas, et une voix qui apaisait la sienne. Elle n'avait même pas demandé son nom. Cette réalisation la frappa d'une honte nouvelle. Dans sa terreur, elle lui avait fait confiance pour la vie de son enfant. Mais pas une fois elle n'avait pensé à lui demander qui il était, d'où il venait, pourquoi il savait quoi faire. Il était apparu, avait agi, puis avait disparu. Tout ce qui restait était la certitude que son fils était vivant grâce à lui. Mark arriva ce soir-là, revenant de San Diego dès qu'il reçut l'appel. Costume froissé, cravate défaite, mâchoire serrée de cette manière déterminée qui masquait souvent l'émotion derrière la pratique. Lorsqu'il entra dans la chambre et vit sa femme endormie dans un fauteuil d'angle et son fils reposant en sécurité sous une couverture douce, son souffle se coupa. Helena s'éveilla lentement puis se précipita vers lui, le serrant fort. « Il va bien, » dit-elle contre son épaule. « Il a failli ne pas l'être, mais il va bien. » Ils restèrent assis un moment dans le silence, celui qui suit une tempête, quand le cœur est trop plein pour parler. Puis Helena lui raconta ce qui s'était passé. Pas seulement la noyade, pas seulement la réanimation, mais ce garçon. Il est sorti de nulle part. Il savait exactement quoi faire. Il a sauvé Lucas. Et ensuite, il est parti. Sa voix trembla. Mark, il n'a rien voulu. Pas de nom, pas de merci. Il est juste parti. Mark, un homme habitué aux métriques et aux résultats, qui valorisait la responsabilité et la structure, fronça les sourcils, non par doute, mais par calcul. Tu dis qu'il semblait jeune. Helena hocha la tête. Peut-être 16, 17 ans, mal habillé, maigre. Je pense qu'il pourrait être sans abri. Mark se leva, arpentant lentement la chambre d'hôpital. Il faut le retrouver. Pas seulement pour le remercier, mais pour l'aider. Quelqu'un comme ça, capable de rester calme, de réfléchir clairement, d'agir avec une telle détermination, il mérite mieux qu'un sac de couchage dans une ruelle. Et ainsi commença la recherche. Le lendemain matin, une récompense fut annoncée, non pour capturer un suspect, mais pour retrouver un héros. Des affiches furent placardées dans le quartier avec une simple description. Adolescent inconnu, afro-américain, environ 16 ans, vu quittant Echo Park après avoir aidé à sauver un enfant. Les images des caméras de surveillance de la ville furent examinées. Les chaînes de télévision locales diffusèrent des segments intitulés « Le garçon qui a disparu », invitant quiconque ayant des informations à se manifester. La ville bourdonnait de curiosité, touchée par le mystère et l'humilité de l'acte. Dans un monde souvent lassé par des titres sur la cruauté et l'apathie, cette histoire allumait quelque chose de rare. L'espoir que peut-être tous les héros ne portaient pas d'uniforme et que toutes les bonnes actions n'étaient pas accompagnées de hashtags. Pourtant, Miles restait un fantôme. Il évitait les endroits où les gens se rassemblaient, changeait souvent d'itinéraire, dormant dans différents coins de la ville, selon les refuges les moins bondés ou les ruelles les moins surveillées.
Il avait entendu des murmures de la recherche, vu un segment d'actualité à travers la vitrine d'un magasin d'électronique, reconnu les mots, mais pas le visage dont il parlait. Il ne voulait pas de reconnaissance. Ce qu'il désirait, discrètement, était d'être utile. Ce moment dans le parc lui avait donné quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer depuis des années. Un sens, une connexion, même si ce n'était que pour quelques minutes. Il le portait comme une chandelle vacillante dans une tasse en papier, le protégeant du vent, ne voulant pas que la célébrité l'éteigne. Mais le destin, comme toujours, a son propre sens du timing. Ce ne fut ni une diffusion télévisée, ni une affiche qui finit par le trahir. Ce fut un éboueur, le vieux monsieur Bernard, qui parcourait la même ruelle depuis 20 ans et se souvenait de chaque visage qui lui faisait un signe de tête. Un matin, en sirotant un café tiède de son thermos pendant sa pause derrière la boulangerie, il dit à la femme du propriétaire « Je connais ce garçon dont il parle, c'est celui qui fouille soigneusement dans les poubelles. Il laisse toujours tout propre, un garçon poli, ne demande jamais rien. Il dort dans l'ancien abri de bus près d'Echo Park. Je l'ai vu là-bas, lisant quelque chose sur des trucs médicaux. Je pense que c'est un des bons. » Cette simple observation, dite en passant, ramena Elena au garçon qui avait sauvé son fils, non pas par des moteurs de recherche ou des détectives privés, mais par l'attention discrète d'un homme ordinaire, le genre d'attention dont le monde manque souvent. Et quelque part sous le même érable où Lucas avait autrefois donné un coup de pied à son ballon, où les feuilles s'entassaient désormais comme un tapis doré, l'histoire qui avait commencé dans le silence recommença avec un nom. C'était juste après l'aube quand Elena retourna à Echo Park, émitouflée dans un manteau de laine qu'elle n'avait pas porté depuis des années, ses boutons portant encore les faibles souvenirs de saisons plus douces. Elle tenait un petit sac en papier dans une main, rempli de petits pains frais et d'un thermos de thé chaud, et dans l'autre, la main douce et nerveuse de son fils, Lucas, qui sautillait à ses côtés avec l'énergie infatigable des enfants récemment guéris, inconscient des couches d'inquiétude qui bordaient les yeux de sa mère. Les arbres se tenaient silencieux autour d'eux, leurs branches goûtant encore de la brume matinale, tandis que le lac reflétait une lueur rose pâle du lever de soleil. Elena ne parlait pas beaucoup alors qu'ils suivaient la courbe du chemin, passant devant le vieux banc, l'endroit où la chaussure avait flotté, puis contournant la haie, ils le virent, l'abri. Il semblait encore plus petit que dans son souvenir, presque trop fragile pour avoir contenu la force qui en avait émergé. Il n'y avait aucun mouvement au début, aucun signe de vie, seulement un sac à dos usé appuyé contre une colonne et une couverture à demi pliée, effilochée au bord, enroulée autour de quelque chose d'immobile et silencieux. Lucas lâcha la main de sa mère et courut en avant avec cette joie intrépide et sans filtre qui lui était revenue comme une seconde vague. « C'est lui, maman! C'est lui! » cria-t-il, sa voix s'élevant comme un chant d'oiseau dans le champ vide. Elena s'approcha plus lentement, le cœur dans la gorge, observant le garçon, à peine plus âgé qu'un enfant lui-même, recroquevillé dans un coin de l'abri, ses yeux s'ouvrant à peine, clignant contre la lumière du matin. Miles se redressa lentement, saisissant instinctivement son sac à dos, prêt à bouger, à disparaître, à se fondre à nouveau dans les marges du monde où il avait vécu si longtemps sans être remarqué. Mais alors, il vit le garçon. Lucas se tenait devant lui, les yeux écarquillés, pleins d'admiration, ses petites mains tendues comme s'il voyait un super-héros, hors de son costume. « Tu m'as sauvé », dit-il simplement, honnêtement, avec la conviction absolue d'un enfant qui avait vu la mort et la vie dans la même heure. Miles ne savait pas quoi dire. Il baissa les yeux, puis les releva, incertain de ce qu'il devait faire face à une telle gratitude. Il s'était préparé à la suspicion ou au rejet, pas à cela. Elena s'agenouilla à côté de son fils, regardant Miles avec une fermeté douce qui semblait dire qu'elle avait pensé à ce moment 1000 fois et ne trouvait toujours pas les mots à la hauteur. « Nous n'avons pas eu l'occasion de vous remercier, » dit-elle doucement. « Je vous ai cherché tous les jours depuis. Nous n'aurions pas Lucas sans vous. Je n'aurais pas mon fils. » Sa voix se brisa, le sac en papier craquant légèrement alors que sa main se resserrait sur le thermos. « Vous ne l'avez pas seulement sauvé,
Vous nous avez donné du temps que nous pensions perdu. Je vous dois plus que je ne pourrai jamais rembourser. Miles secoua légèrement la tête, sa voix rauque de sommeil et de timidité. Vous ne me devez rien. J'étais juste là. Il marqua une pause. C'était ce que je savais faire. Helena le regarda longuement, ses yeux brillants, non de pitié, mais de quelque chose de plus doux, du respect. Elle lui tendit le sac en papier. C'est encore chaud. Je ne savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. Miles hésita, puis le prit prudemment, comme s'il craignait qu'il ne s'effrite s'il le tenait trop fort. Merci, murmura-t-il. Ils restèrent là un moment, tous les trois, sous le ciel doux du matin, sans caméra, sans foule, sans bruit, hormis le clapotis de l'eau et le chant occasionnel d'un oiseau qui s'éveillait. Ce fut Lucas qui brisa à nouveau le silence. Il grimpa sur le banc à côté de Miles, balançant ses jambes, et dit « Je veux apprendre ce que tu as fait. Je veux sauver des gens, moi aussi. » Miles le regarda, surpris par la pureté de ce souhait, par l'idée que quelque chose de bon pourrait se propager à partir de ce qui n'avait été qu'un acte désespéré de bonté. Helena sourit à son fils, puis se tourna vers Miles. « Si vous voulez retourner à l'école, je peux aider. Pas de la charité, pas une faveur, juste quelque chose qui semble juste. Il y a un programme de bourse que mon entreprise parraine. Logement, mentorat, éducation. Je peux faire en sorte que ça arrive, sans condition, juste votre choix. » Miles ouvrit la bouche, puis la referma. Non pas parce qu'il ne voulait pas dire oui, mais parce qu'il avait passé tant de temps à s'attendre à être invisible que la lumière lui semblait maintenant trop vive, trop soudaine, comme lorsqu'on passe de l'ombre au soleil. Il regarda Lucas, qui lui rendit un sourire, inconscient du poids qui vivait derrière ses yeux silencieux. « Est-ce que je devrais porter un costume? » demanda-t-il, à moitié en plaisantant. Helena rit, un son clair et éclatant qui la surprit elle-même. « Seulement si vous le voulez. » Elle fouilla dans sa poche et en sortit une petite carte, la lui tendant doucement. « Quand vous serez prêt, nous serons là. » Pour la première fois depuis des années, Miles n'eut pas envie de s'éloigner. Il regarda la carte, puis le garçon, puis la femme qui n'était pas venue pour le plaindre, mais pour offrir quelque chose de bien plus rare, la croyance. Et pour la première fois, il se permit de croire, lui aussi, pas au miracle, pas au destin, mais à la simple possibilité ordinaire que peut-être il n'avait plus à être seul. Peut-être que ce monde avait encore de la place pour un garçon qui avait appris la réanimation en lisant dans le noir. Peut-être que ce n'était pas la fin de quelque chose, mais le début. Cela faisait presque 1 an depuis ce matin froid à Echo Park, presque 12 mois depuis qu'un garçon sans chaussures, vêtu d'un sweat à capuche en lambeaux, s'était agenouillé près d'un enfant mourant et avait choisi de tout donner sans rien attendre en retour. Les saisons s'étaient succédé doucement depuis, de cette manière calme dont la vie avance, non pas avec éclat, mais avec des pas réguliers et fidèles. L'abri où Miles dormait autrefois avait été remplacé par un petit jardin communautaire financé discrètement par une subvention locale, bien qu'un banc restât près de l'endroit où Helena et Lucas l'avaient trouvé et de temps en temps un tournesol apparaissait, non planté par des mains humaines, se penchant vers le lac comme s'il se souvenait. À présent, dans la lumière chaude du centre d'apprentissage communautaire de la ville, où les murs étaient tapissés d'affiches sur les premiers secours et les réponses d'urgence, et où l'odeur des copeaux de crayon et du désinfectant pour les mains se mêlait à l'arôme lointain de la nourriture de la cafétéria, Miles se tenait à l'avant d'une salle de classe, non pas en tant qu'élève, mais en tant qu'instructeur. Il portait un sweat gris simple, mais propre et neuf, et un badge nominatif plastifié accroché à son col, une preuve discrète d'appartenance qu'il ne prenait jamais pour acquise. Devant lui se trouvaient des parents et des adolescents, la plupart hésitants au début, sceptiques à l'idée de passer leur week-end à apprendre la réanimation, mais adoucis maintenant par la présence calme et patiente du jeune homme qui parlait avec une autorité douce et une sagesse qui ne venait pas de cours, mais de moments vécus. Il expliquait les étapes avec soin, ses mains démontrant sur le mannequin d'entraînement alors qu'il parlait, sa voix stable, chaleureuse, jamais pressée. « Rappelez-vous, vos mains vont ici, dit-il, appuyant doucement sur le sternum.
Pas trop haut, pas trop bas. Verrouillez vos coudes. Poussez fort, poussez vite. Si vous avez peur, c'est normal. Faites-le en ayant peur. Mais faites-le, car la vie de quelqu'un peut dépendre de votre volonté d'agir. La salle était silencieuse, attentive. Même les enfants s'agitaient moins lorsqu'ils parlaient, sentant peut-être que ce n'était pas juste une leçon, mais un cadeau transmis depuis le bord de quelque chose d'inoubliable. Au dernier rang, Lucas était assis, les bras croisés fièrement sur sa poitrine, une épingle faite maison sur sa chemise portant l'inscription « Jeune répondant ». Il avait insisté pour assister à chaque session, non pas parce qu'il avait besoin du certificat, mais parce que dans son cœur, Miles était devenu plus qu'un ami. Il était devenu la définition de ce que signifiait agir sans hésitation. Et Helena, assise à côté de son fils, souriait doucement, observant la manière dont Miles commandait la salle, non par le volume ou la performance, mais par sa présence. Elle pensa encore, comme tant de fois, à quel point cette histoire aurait pu se terminer dans le chagrin. Pourtant, ils étaient là, vivants, connectés, construisant quelque chose de discret et de bon à partir de ce qui avait failli être une tragédie. Lucas tira sur sa manche et dit, avec ce ton totalement sincère que seul un enfant peut porter, « Un jour, je serai comme toi. » Miles s'accroupit à sa hauteur, posant une main doucement sur l'épaule du garçon. « Non, » dit-il avec un sourire qui atteignit enfin ses yeux. « Un jour, tu seras meilleur. » Et peut-être était-ce ce qui rendait cela si remarquable. Pas qu'il ait sauvé une vie, pas même qu'il ait transformé la sienne, mais qu'il l'ait fait sans besoin d'applaudissements, sans soif de reconnaissance. Il avait simplement vu quelqu'un dans le besoin et avait répondu, non avec éclat, mais avec une foi en lui-même, en la possibilité du bien, en la croyance qu'un petit acte peut se propager et remodeler le monde de manière discrète et tendre. Il n'avait jamais demandé à être appelé un héros. Il n'avait jamais porté ce titre. Mais pour une famille, pour un garçon, et maintenant pour une salle entière de futurs répondants, Miles serait toujours celui qui s'était avancé quand il aurait été si facile de rester invisible et avait choisi, sans hésiter, d'aider. Et cela suffisait. C'était tout. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.